Bonjour, des gens qui arrivent encore. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Euh, on va attendre 5 petites minutes que tout le monde arrive. Bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Est-ce que certains ont eu l'information que c'était à 14 heures et d'autres à 14h30? Parce qu'on a vu beaucoup de gens en salle d'attente euh, plus tôt que d'habitude. En tout cas, bienvenue tout le monde. On a prévu de commencer à 14h30 pour 2 petites heures en compagnie des copains du CAC. Ouais, c'est vrai que j'avais noté pour 14 heures, mais je sais, peut-être je me suis gouré, mais j'avais vu 14 heures quelque part, peut-être, mais je suis pas sûr. Il y a dû avoir une petite confusion. Je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont effectivement noté 14 heures. Euh, me- Désolée pour ça, du coup. Tac, tac, tac. Donc, on a un peu de monde qui arrive encore. On s'attend. Bonjour. Bonjour. Bah non, je regarde dans vos coms, mais c'est écrit nulle part à 14 heures, donc c'est nous qui avons bugué. Oh, bien. Oui, j'ai bien vu, moi, 14h30, hein. Super. Eh ben, écoutez, en tout cas, il est précisément 14h30. Donc, bienvenue tout le monde et merci de votre présence. Et désolé pour celles et ceux qui ont attendu. Euh, Même si peut-être que c'est pas notre faute. Peut-être que c'est notre faute aussi. Donc, voilà. Euh, donc bah, bienvenue à nouveau. On a pris un petit peu de temps pour lancer ce 4e épisode de notre série de webinaires. Donc, welcome back. On va encore se donner une petite minute parce que je vois pas mal d'arrivées en salle d'attente et qu'il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Je ne peux pas activer la vidéo, donc vous ne pouvez pas me voir. Est-ce que c'est normal? C'est pas bien grave en tout cas parce que comme il y a énormément de monde, on va probablement pas pouvoir prendre le temps de faire le tour d'écran et on va devoir enchaîner. Mais on vous entend bien, donc quand il y aura des réactions, ben, vous serez invité à réagir. Oui. Vous ne pouvez pas commencer votre vidéo car l'hôte l'a arrêtée. Ah, Ah, pourquoi? Marie, on a Oui. arrêté les vidéos des... En fait, tout Ok. simplement parce qu'on risque d'être nombreux et c'est très bien, ça veut dire que le sujet intéresse beaucoup de gens. D'ordinaire, on se met en mode webinaire, là on est en mode réunion, mais afin de garder de la bande passante pour bien entendre nos intervenants, je me permets de couper les vidéos. Par contre, vous pourrez prendre la parole à un moment donné si vous avez une question. Très bien, merci. Donc, on utilise la fonction chat pour aussi recueillir toutes les éventuelles questions pendant les interventions. Ce cycle de webinaire qu'on a co-construit entre le Réseau national des maisons des associations et le collectif des associations citoyennes, il a vraiment vocation à prendre le temps d'établir des constats et d'analyser un petit peu bah, finalement les risques qui pèsent sur le monde associatif aujourd'hui. On a travaillé sur les attaques aux libertés associatives, sur la marchandisation, sur la managérialisation et aujourd'hui on va sur l'instrumentalisation.
Donc c'est les scénarios d'affaiblissement du monde associatif qui ont été notamment, bon, ils en parleront mieux que moi, qui ont été décrits dans le bouquin Quel monde associatif demain. Euh, et, et l'idée, c'est donc d'avoir une petite heure vraiment avec des interventions, donc des cadrages, un peu d'analyse, des interventions aussi de témoignages qui permettent non seulement d'analyser comment les risques se traduisent, mais aussi de travailler sur les remèdes à ces risques-là. Et puis une deuxième heure qui sera euh, qui sera plus ouverte au débat, voilà, et où chacune sera invité à réagir aussi. Donc voilà, là, l'enjeu du moment, c'est effectivement de proposer un premier moment de description déjà de ce que ça veut dire, ce qu'on met derrière ce terme, l'instrumentalisation des associations, et de l'articuler avec la situation actuelle du monde associatif et, euh, et de notre pays qui est euh, un peu alarmante sur certains points. Euh, je vais céder la parole. Je laisse, je sais plus si c'était Marianne ou Jean-Baptiste qui prennent la parole en Ouais, premier. c'était moi. Marianne, je t'en prie. Bonjour à toutes et tous. Oui, on est dans ce dernier temps. Donc moi, je suis Marianne Langlais du collectif des associations citoyennes. On est dans ce dernier épisode de notre webinaire qui part effectivement de ce scénario de l'affaiblissement du monde associatif. Donc on a vu la répression des libertés associatives, la marchandisation, la managérialisation et aujourd'hui l'instrumentalisation des associations qui s'inscrit dans ce scénario de l'affaiblissement. Et à chaque fois, on tente de trouver des antidotes possibles à ce scénario de l'affaiblissement pour nourrir et pour aller vers un scénario du renforcement des associations. Mais on voit bien aujourd'hui, si on prend ce qu'on entend derrière ce terme d'instrumentalisation, comment les quatre facteurs d'affaiblissement s'inscrivent aujourd'hui dans un scénario qui s'accélère. On le voit comment les coupes budgétaires, aussi bien au niveau local que national et dernièrement européen, s'accompagnent à chaque fois de discrédit des associations. On pourrait même parler d'attaques politiques. Et on voit, enfin, pour nous, ça s'inscrit dans ce scénario de l'instrumentalisation. Si on reprend par exemple au niveau local, dans les pays de la Loire, où la culture a subi une énorme coupe, on a vu comment c'était accompagné d'un discours extrêmement discréditant pour les associations. La présidente de région, Christelle Morancet, disait que la culture serait le monopole d'associations très politisées qui vivent d'argent public, c'est ça, je la cite. Au niveau national, on voit aussi en octobre dernier, mais ça s'inscrit dans aussi un long processus, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui remet en cause le travail des associations, notamment la CIMAD, présente en centre de rétention, et estime que les associations d'accompagnement des personnes étrangères financées par l'État doivent, je cite, agir en cohérence avec l'État. Au niveau européen, tout récemment, on a une fake news qui a été lancée par la droite et extrêmement soutenue par l'extrême droite européenne, qui disait que la Commission européenne paierait des associations pour faire du lobbying pro-pacte vert. En réalité, c'est une campagne de discrédit des associations environnementales avec un objectif, les priver de financement européen, notamment le programme LIFE, qui dispose d'un budget de 5,4 milliards de dollars pour la période 2021-2027 et qui soutient de nombreuses associations, dont par exemple la LPO en France. Là encore, il est reproché aux associations de faire du lobbying contre les entreprises, les agriculteurs, bref, d'avoir des positions politiques.
Au final, tout ça nous amène à l'idée que dès lors que les associations reçoivent de l'argent public, que ce soit au niveau local, au niveau national ou européen, elles ont intérêt à se tenir sages. Et je dis ça aussi parce que on vous enverra des ressources, mais il y a un documentaire qui vient de sortir, un petit documentaire reportage qui vient de sortir sur les libertés associatives, euh, qui explore cette notion des associations qui se tiennent sages. Se tenir sage qui signifie ici s'inscrire sans contester finalement dans la ligne néolibérale et autoritaire qui s'affirme. Se tenir sage, c'est ne pas porter un autre message politique que celui qui nous est demandé de porter, voilà, et de rester politiquement neutre, voilà, dans un contexte politique qui ne l'est pas du tout. Et ce message, finalement, il s'inscrit dans un long processus de transformation des rapports au pouvoir public que nous qualifions justement de processus d'instrumentalisation. Et ce long processus de transformation, c'est finalement un processus de transformation des financements publics aux associations qui s'inscrit dans un double processus européen et national. Au niveau européen, la création d'un marché unique en 87 oblige tous les États à respecter une règle d'or qui est sur ce marché unique doit régner une concurrence libre et non faussée. Et dès lors, la subvention de fonctionnement peut s'apparenter à une aide de l'État qui fausse cette concurrence. Et en France, ça se traduit par un recul des subventions au profit de la commande publique. La place des subventions dans la part des recettes associatives a baissé de 41% entre 2005 et 2017. Et c'est reporté sur de la commande publique. C'est très bien décrit dans le rapport CESE qui est sorti en mai dernier, qui s'appelle Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique. Il écrit ce rapport, je le cite, l'évolution structurelle des financements des associations se traduit par une fragilisation de leur équilibre financier, mais aussi et surtout par une perte de sens et une invisibilisation de ce qui caractérise l'association, c'est-à-dire l'intérêt général et le non lucratif. Et on voit là comment cette transformation amène à une dégradation de la vie démocratique. Puisque ce passage de la subvention à de la commande publique change le rapport des associations au pouvoir public, mais change aussi le regard qu'on porte sur les associations. Parce si on se souvient, la définition de la subvention précise que l'association doit être à l'origine de l'initiative et que les financeurs ne doivent pas attendre de service ou de contrepartie au versement de la subvention. À l'inverse, la commande publique, et à plus forte raison les marchés publics, achète un service, fixe le cadre dans lequel l'association doit s'inscrire. Cette transformation des financements, on passe d'une politique ascendante où les associations construisaient leurs projets associatifs à partir des besoins, avaient un rôle de vigie citoyenne, et en ce sens, je vous invite à aller lire la très bonne tribune qui est sortie il y a quelques jours dans Le Monde, signée par Fanelli Carré-Comte de la CIMAD, qui parle de ce rôle de vigie citoyenne. Donc on est passé de cette politique ascendante à une politique descendante qui positionne les associations en prestataires de services vis-à-vis de l'État ou des collectivités territoriales. Et c'est ce qu'on qualifie, ce processus, c'est ce qu'on qualifie de processus d'instrumentalisation, puisque ce regard descendant des pouvoirs publics aux associations marque un recul finalement de leur capacité à interpeller les pouvoirs publics, à pouvoir faire remonter les besoins, à être dans ce rôle de vigie citoyenne, à avoir une parole politique au sens de participation à la vie de la cité, pas au sens partisan du terme, à faire émerger la nécessité de créer des nouveaux droits, bref, à se placer finalement en posture de co-construction des politiques publiques. Et donc, on voit comment ce processus d'affaiblissement est vraiment un processus qui affaiblit aussi notre vitalité démocratique. Et donc, l'antidote à cette instrumentalisation pourrait être la possibilité d'une co-construction
Alors, derrière ce terme, on peut entendre beaucoup, beaucoup de choses et on verra avec Jean-Baptiste la définition un peu de ce terme. Euh, mais nous, on l'entend dans sa version peut-être la plus exigeante parce que derrière ce mot de co-construction, ce qu'on entend finalement, c'est une question de partage des pouvoirs et de pouvoir euh, ouvrir un peu nos processus démocratiques pour que le plus de personnes possible puissent y participer et revitaliser nos processus démocratiques. Voilà, quelques éléments un peu pour poser ce qu'on entend derrière ce terme d'instrumentalisation des associations. Et pour poursuivre, je passe la parole à Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Marianne. Alors, effectivement, on va pouvoir revenir ensemble sur ce qu'on peut mettre derrière cette notion de co-construction, parce que vous l'avez compris pour nous, mais pour vous aussi, RNMA, vu la densité de vos travaux sur ce sujet, c'est une notion particulièrement importante. Donc voilà, Marianne l'a bien resitué. On est au quatrième webinaire de ce cycle où, vous voyez, on a à chaque fois isolé une composante du scénario de l'affaiblissement, marchandisation, managérialisation, répression et maintenant instrumentalisation. Mais évidemment, les choses s'imbriquent et c'est pour ça qu'on retrouve des éléments qu'on a aussi vus sur les précédents webinaires. Nous, ce qu'on essaye de construire dans la lignée de ce livre qu'est un monde associatif demain, c'est de mettre en évidence le fait que derrière chaque composante du scénario de l'affaiblissement, il y a l'antidote. C'est-à-dire que si la marchandisation existe, la démarchandisation existe aussi. Et donc ça va être exploré notamment dans le deuxième rapport de l'Observatoire de la marchandisation qui sort à la fin du mois d'avril. Par rapport à la managérialisation, on a vu sur le dernier webinaire certaines pistes pour s'en sortir. Et par rapport à la répression, la question du droit était au cœur du deuxième webinaire qu'on a fait ensemble. Là, l'enjeu, c'est de s'arrêter donc un tout petit peu quand même sur cette notion de co-construction. Alors, j'ai un petit support visuel. Vous voyez, mon propos, ça va être de finalement revenir un peu sur les fondamentaux pour voir comment on peut aller plus loin. Alors, on peut tourner la page. Je vais structurer une intervention assez courte, en 5-10 minutes, en 3 points. Voilà. Et ensuite, on pourra creuser, approfondir ce sujet, parce que comme à chaque webinaire, on a invité deux structures ressources à venir réfléchir avec nous à cette question-là. Donc, je passerai ensuite la parole à Grégoire Pateau, qui travaille à l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, et qui va nous parler de l'expérience historique de la co-construction dans le secteur culturel, avec un recul au moins de finalement 10-15 ans dans ce domaine-là. Et puis ensuite, on finira cette première heure avec Léa Gallois, qui travaille à l'Institut Alinsky, et qui a notamment été l'artisane principale d'une rencontre importante en fin 2024 sur la démocratie d'interpellation. Je précise que le travail avec le RNMA, mais on va revenir sur ce sujet-là, il est assez dense finalement entre le CAC et le RNMA. On va le voir, on est embarqué dans une recherche participative ensemble. Et donc, je précise aussi que Luciana a un micro ouvert pour témoigner de la manière dont elle voudra, si elle le souhaite, sur ce sujet-là, puisqu'elle suit aussi toutes ces questions de près. Donc, je vais revenir un peu sur le compagnonnage en fait qu'on a eu RNMA CAC, et puis il y aura un retour sur les fondamentaux avec trois notions, enfin voilà, avec trois dimensions, le contexte, la définition, et puis la troisième, c'était, si tu veux revenir sur la slide présente, la méthode évidemment, voilà. Et puis la troisième partie, ça sera en guise de conclusion, aller plus loin, d'accord, mais aller vers où? Donc si on revient sur la slide d'après, la troisième. J'ai juste mis quelques éléments comme ça de repères dans le temps de la façon dont on travaille cette question avec un premier acte qui a été posé, je pense important en 2017-2018 à travers cette recherche-action sur la co-construction de l'action publique où on a participé ensemble RNMA, CAC, mais aussi UFIX, mais aussi Mouvement Associatif, mais aussi RTES,
et d'autres réseaux à un travail qui s'est soldé par une publication qui, je pense, était une première pierre qui nous manquait pour aller plus loin et que je vais détailler un tout petit peu après. En 2019-2020, j'y reviendrai, il y a eu le pacte pour la transition, et puis en 2023-2025, la recherche participative dans laquelle on est actuellement au travail, qui est la recherche ESCAPE, qui est un sigle plutôt malin pour économie solidaire, co-construction et action publique émergente. Donc on peut passer à la slide suivante où on a donc ces éléments de repères principaux, avec d'abord cette recherche-action qui s'est soldé donc par cette étude signée par Laurent Fraisse. Donc, je peux vous mettre sur le chat ce document qui, en quelque sorte, est pour nous une sorte de pierre angulaire, parce que après 2 ans de travaux, on a réussi à poser un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir à la fois en termes de définition et en termes de méthode. Il y a eu ensuite, sur 2019-2020, un moment important sur ce travail autour de la co-construction, avec le pacte pour la transition, et plus particulièrement la mesure 30 du pacte. Donc voilà, sur le chat, si vous voulez, vous pouvez signaler par oui ou par non si vous connaissez ce pacte pour la transition. Mais ça mérite quand même d'en dire un mot pour 2 raisons. D'abord parce que ça a été une démarche inédite de participation des acteurs associatifs à la vie publique, à la vie politique et plus particulièrement à la vie politique locale, puisque en amont des dernières élections municipales, il y a eu tout un travail de fait avec une cinquantaine d'associations qui se sont réunies pour essayer de tirer parti des enseignements issus de leur action sur le terrain et d'en sortir un certain nombre de propositions, d'engagements qui ont été proposés partout en France, dans 900 villes de France, à des candidats sur les dernières municipales. Euh, c'est important parce que, donc, je le disais, c'était inédit comme démarche de co-construction, enfin de tentative en tout cas de co-construction d'une politique publique sur ces 900 listes, sur ces 900 villes où le pacte a été présenté. 300 ont été élus et il y a tout un travail pour un suivi, souvent annuel, des engagements pris par les candidats. Parmi ces engagements, il y avait 32 mesures et la mesure 30 peut attirer notre attention puisque ça consistait à proposer aux municipalités de structurer un travail pérenne et j'allais dire méthodique, rigoureux, entre les associations locales et la municipalité. Autrement dit, c'était une proposition pour mettre en œuvre une co-construction, non seulement de la politique vie associative, mais de l'ensemble des politiques publiques locales auxquelles participaient les acteurs associatifs. Si je le dis, c'est parce que cette démarche inédite, elle est poursuivie, donc c'est pour attirer l'attention sur le fait que en 2026, le pacte pour la transition va à nouveau être proposé et qu'on est dans une phase de redéfinition de ce pacte. Et j'invite ceux qui le souhaitent à venir sur la rencontre trimestrielle qu'on fait au CAC le 7 mars après-midi, où on aura une présentation de ce pacte pour la transition version 2026. C'est important parce que on faisait le lien dans cette mesure 30 entre l'idée de construire des relations de confiance sans lesquelles il n'y a pas de co-construction possible, versus les relations de défiance qui sont induites notamment par le contrat d'engagement républicain et le processus liberticide dont le contrat d'engagement républicain est emblématique. Voilà. C'était un temps important qui va continuer et le dernier temps, donc c'est cette fameuse recherche participative ESCAPE avec deux débouchés qui sont travaillés actuellement sur cette recherche participative. La première, c'est le fait que la recherche a consisté en une dizaine de monographies d'expériences de co-construction, plus ou moins réussies, ou peut-être devrait-on dire plus ou moins ratées, parce qu'on s'aperçoit en regardant de près que c'est pas chose facile, évidemment, de co-construire une action publique.
Et donc, ces monographies, elles sont en train d'être publiées. Je montre à l'écran une revue qui s'appelle Alterz Media, où il y a un dossier qui présente ces 9 monographies, les 9 premières monographies. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Et la suite, ça va être des temps de rencontre, des temps forts, notamment à la rentrée prochaine, à laquelle vous allez évidemment être invité. Voilà. Ça, c'était pour la chronologie, pour avoir ces repères sur comment est-ce qu'on travaille cette notion-là. On peut passer à la slide suivante, où il va s'agir maintenant d'avoir une sorte donc de retour sur les fondamentaux, d'abord en disant quelques mots du contexte dans lequel on peut penser et éventuellement faire cette démarche de co-construction. Je le disais, en fait, les monographies concluent que les expériences sont, on va dire, plus ou moins ratées. C'est-à-dire que je reprends là le titre de la monographie qui a été rédigée par Laurent Fraisse. Il parle des chemins escarpés de la co-construction. On s'aperçoit que c'est, sans surprise, j'imagine pour vous, mais extrêmement difficile en fait de réussir une démarche de co-construction. Et donc, il y a une espèce de tension entre un mot qu'on retrouve relativement souvent dans de nombreux discours, qui soient ceux portés par les acteurs associatifs ou ceux portés par les acteurs institutionnels, et les pratiques. Et donc, la question, c'est euh, dans les actes, qu'en est-il? Et on voit que c'est évidemment pas si simple. Le contexte, il est peu favorable parce que je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est dans une culture politique qui, historiquement, est pas du tout favorable en fait à ces démarches de co-construction. On est historiquement empreint voilà, d'une vision très décisionniste et aussi dans une culture qui est marquée par l'imposition du New Public Management. Marianne en disait un mot tout à l'heure, où finalement les associations sont renvoyées à un simple rôle d'exécutante, de gestionnaire et de prestataire. Et comme on sait, quand on est prestataire, c'est plus difficile d'être protestataire, en tout cas d'être force de proposition. Et enfin, ben, un contexte économique assez défavorable à la co-construction. Marianne parlait un peu de l'étau financier au niveau de l'État, mais aussi au niveau européen. Il y a des répercussions évidemment là sur le PLF 2025. On sait très bien que par ricochet, les collectivités territoriales vont être atteintes et qu'il y aura des conséquences assez directes sur le monde associatif. Donc c'est voilà, pour essayer de bien poser ce contexte assez peu favorable à la co-construction, et pourtant il y a de l'enjeu, et c'est la slide suivante. L'enjeu, voilà, quelques formulations de cet enjeu, la place des habitants, des citoyens et de leurs associations dans la fabrique des politiques publiques, la possibilité de créer entre associations et collectivités publiques des conditions de dialogue pour servir l'intérêt général, et des conditions pour que ce dialogue soit pris en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi évidemment à prendre en compte une asymétrie des positions et des rapports de force entre financeurs et financés. La question finalement de voir comment chacun, au fond, peut participer ou pas à l'organisation de la vie de la cité, au-delà des moments ponctuels où nous glissons une urle dans un bulletin de vote dans l'isoloir. Et enfin, voilà, cette question finalement, la démocratie, est-ce que c'est simplement la possibilité de s'exprimer, de dire, ou alors de faire, et forcément de faire collectivement, c'est-à-dire de co-construire, quid de la possibilité de passer d'un rang de spectateur à un rang d'acteur de la vie publique. C'est bien l'enjeu. On peut passer à la slide suivante pour peut-être revenir, finir sur cette introduction un petit peu longue, enfin en tout cas cette première partie pour finir. J'ai remis en fait une définition qu'on juge assez éclairante au CAC de la démocratie et qu'on a, il me semble, vu aussi dans les précédents webinaires. C'est la définition de Paul Ricoeur qui dit et démocratie. Parce que voilà, c'est un peu cette idée que la co-construction, c'est finalement rien d'autre que la démocratie en acte. Et donc, c'est un rappel de cette approche de Paul Ricoeur qui définit la démocratie comme une, voilà, et démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale, et le à part égale est surligné en gras, chaque citoyen dans d'abord l'expression, ensuite l'analyse, enfin la délibération et l'arbitrage de ces contradictions d'intérêts. J'ai mis la source de cette définition, et puis j'ai mis très rapidement aussi, parce qu'on l'avait vu sur le webinaire précédent, une référence aux travaux de Joël Zask sur la participation et sa question comment est-ce qu'on prend part. On peut
passer à la slide suivante, qui est donc le retour sur les fondamentaux, la définition. Alors, malheureusement, je suis pas sûr que vous voyiez bien le dessin, mais donc c'est ce présentateur qui nous prévient, attention, c'est une question facile, cette politique publique a-t-elle été conçue A en coopération, B en co-construction, C en codécision ou D en cogestion? Donc là, c'est l'idée de s'arrêter un instant sur le premier chapitre en fait de l'étude de Laurent Fraisse, qui avait l'énorme mérite de clarifier un peu la définition qu'on pouvait mettre derrière plein de notions très très proches, et pour essayer de pas tomber dans le piège de la polysémie en fait du terme co-construction. Pour faire très vite, Marianne parlait d'une définition exigeante de la co-construction. Pour faire vite, nous, on évidemment, mais on est nombreux dans ce cas-là, attentifs à ne pas, à surtout pas confondre la co-construction avec des démarches de consultation ou de concertation. Euh, Ces démarches-là, quand on les assimile à des co-constructions, elles produisent évidemment des effets déceptifs, éventuellement très forts, qui peuvent détourner de la co-construction, alors même que la co-construction, quand c'est mené avec une certaine rigueur, une certaine méthode et j'allais dire une certaine éthique, ça peut être une partie de la solution. En gros, concertation, consultation, c'est des manières de nous demander notre avis, mais de ne pas le prendre en compte. Autrement dit, c'est des démarches où n'est pas atténué un principe fondamental qui est un principe qui transparaît de beaucoup de configurations, qui est qui paye décide. Et donc, dès qu'on arrive à sortir un petit peu de ce schéma-là, on arrive dans une démarche qu'on peut plus assimiler comme de la co-construction, étant donné que c'est pas tout à fait la même chose d'être dans la coproduction, qui induit à la fois une participation dans la phase d'élaboration et aussi de mise en œuvre, mais aussi donc de cogestion qui va encore plus loin de politique publique. En tout cas, pour schématiser, on pourrait dire qu'à partir du moment où il y a des éléments de codécision, on peut être dans une démarche, on peut revendiquer être dans une démarche de co-construction. Reste à savoir, mais je ne vais pas développer ça forcément maintenant, qu'est-ce qu'on codécide? Par exemple, c'est pas la même chose de codécider les grands axes d'une politique publique ou les modalités de mise en œuvre de cette politique publique, puisqu'on sait très bien que le diable se cachant dans les détails, dans la mise en œuvre, il y a plein de choses qui peuvent contredire des orientations prises. Fin de la parenthèse, et on peut passer à la slide suivante. Euh, voilà, sur des éléments de méthode, ce qui ressort finalement pour moi le plus de cette recherche action Escape, c'est que, étant donné que c'est difficile de réussir des démarches de co-construction, il faut y aller avec méthode. Sinon, on va dans le mur. Et donc, voilà, c'est juste pour attirer l'attention sur des éléments de méthode assez importants qui sont posés dans un autre chapitre de l'ouvrage de Laurent Fraisse sur le séquençage des démarches de co-construction. C'est-à-dire, c'est toujours utile de savoir où est-ce qu'on en est. Et voilà, il y a 5 étapes qui sont identifiées. La première, elle est importante, et notamment, je trouve, elle est particulièrement bien travaillée quand même par le RNMA. C'est la phase état des lieux, diagnostic partagé, expertise citoyenne, observatoire participatif. En gros, comment est-ce qu'on coproduit des savoirs? C'est Marianne qui répète souvent que savoir, c'est pouvoir. Et donc, coproduire des savoirs, c'est potentiellement pouvoir faire ensemble. Alors, si je dis que le RNMA est particulièrement, euh, comment dirais-je, en pointe sur cette question, c'est parce que, évidemment, avec les OLVA, les observatoires locaux de la vie associative, c'est bien de ça, en fait, dont il s'agit, en fait. C'est poser le socle, la base sans laquelle la co-construction n'est pas possible. Et je renvoie là, notamment, à tous les travaux, notamment la journée d'octobre 2023 que vous aviez mis en place et qui s'appelait de l'observation à la coopération. La deuxième étape, débattre publiquement des enjeux, dégager des thématiques prioritaires, préciser des modalités de la co-construction. C'est une fois que le diagnostic est posé, arriver à définir des objectifs par la délibération démocratique. Et ensuite, la troisième étape, c'est valider ces objectifs. Et surtout, et c'est là souvent où s'arrête en fait la co-construction, décider d'un plan d'action et en déterminer les moyens. Voilà. La dernière étape sur laquelle on est donc assez peu, en fait, souvent, c'est les enjeux de suivi de mise en œuvre et enfin,
de bilan commun et d'évaluation partenariale. Donc, je ne développe pas plus, hein, je renvoie vraiment à la lecture de ce chapitre de Laurent Fraisse qui me semble extrêmement important, qui peut être lu d'ailleurs avec le chapitre suivant dans la foulée, hein, puisque le chapitre suivant, c'est pour identifier les conditions favorables à la co-construction. On en reparlera avec Léa tout à l'heure. Dernier point, aller plus loin certes, mais aller vers où? Alors, rapidement, les perspectives de travail très très larges, c'est celle que je mets là, c'est finalement comment on relie un programme autour de ce qu'on peut appeler la démocratie plurielle. Il y a plein de formes de démocratie, donc la question c'est surtout de leur articulation. Il y a de ne pas limiter la démocratie à la démocratie représentative, mais la démocratie délibérative, d'interpellation, comme on parlera Léa, la démocratie directe, etc. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut articuler et ça va avec, je pense aussi, indissociablement la reconnaissance de l'économie plurielle, de l'apport, enfin la manière dont on pense aussi l'apport en termes de production, d'échange en fait, des associations dans la vie de la cité. Et là, je renvoie évidemment aux enjeux de coopération qui sont traités tant par le RNMA sur la co-construction que par le mouvement pour l'économie solidaire sur ces enjeux autour de la coopération. Mais voilà, je ferme la parenthèse juste pour poser ça là. Je le disais, on relie ça au programme scénario du renforcement. Et enfin, peut-être pour finir sur du très concret, j'ai mis une des 20 préconisations du rapport CESE pour finalement ouvrir cette perspective-là et se dire si on se met d'accord pour que il y ait un travail collectif qui consisterait à éviter que ce rapport CESE, adopté à l'unanimité au mois de mai dernier, ne soit relégué dans un tiroir et dans les mémoires de l'histoire, et qu'on arrive à en faire quelque chose, c'est-à-dire forcément à envisager une traduction dans un nouveau cadre législatif qui serait plus favorable au développement de la vie associative, alors il faut voir sur quelle préconisation on peut s'appuyer. Et je pense que celle-là en est une importante, la 16. Abroger le contrat d'engagement républicain, évidemment, mais lui substituer la charte des engagements réciproques entre l'État, les collectivités territoriales et le monde associatif. Je pense que, il y aurait un programme de travail voilà, à mettre en place pour avoir une nouvelle évaluation de où est-ce qu'on en est de cette charte des engagements réciproques en France, de ces chartes des engagements réciproques, combien il y en a, quels sont leurs contenus, quels sont les repères qu'on peut avoir pour définir là où les chartes permettent la co-construction, quels sont éventuellement les écueils qu'on peut remarquer dans certaines chartes. Je pense que là, pour le coup, avec le RNMA, il y aurait un poste d'observation privilégié pour cette question qui est extrêmement importante si on veut, donc encore une fois, concrétiser cette préconisation du rapport CESE. Et j'en ai fini de ma présentation qui, j'espère, n'a pas été trop longue, qui, je pense, a été trop longue et j'en suis désolé. Et donc, je propose de passer la parole soit à Luciana, si elle veut réagir, soit à, à Grégoire, Pato de Lufisque. Désolé d'avoir été un peu long. Merci Jean-Baptiste. Je ne sais pas si Luciana, tu veux juste dire quelques mots sur la participation du RNMA à ces recherches-là ou sur le regard qu'on y porte, puisque Luciana est notre chargée d'études et chercheuse. Oui, merci. Donc, juste un petit complément vraiment par rapport à ça, parce que Jean-Baptiste, finalement, elle a très bien présenté le rôle de NMA dans la recherche, mais aussi par rapport aux observatoires. Donc, on participe encore au projet Escape en faisant des études des cas avec 3 territoires en Bretagne. Un territoire que NMA a aussi fait l'accompagnement pour la mise en place d'un CLVA, donc le Conseil local de la vie associative. Et, euh, et là, on travaille sur les résultats qui sont assez complémentaires à ces travaux de Laurent Fraisse 2017-2018. Mais je pense que le contexte politique et aussi d'instrumentalisation des associations, qui à mon avis c'est plus fort aujourd'hui qu'en 2017, ça peut changer un peu la donne. Je soulignerais aussi l'importance que le RNMA donne à cette question de co-construction, même si
la co-construction peut être un terme assez parapluie, assez bateau qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi. Mais on tient à cœur de valoriser cela parce que on pense vraiment que c'est une possibilité de réponse à tous ces projets de affaiblissement de tissu associatif et soit avec les observatoires de la vie locale qui s'apparent vraiment d'un diagnostic du tissu associatif pour mieux comprendre non seulement son structuration, mais aussi les besoins des associations. Et on invite souvent, toujours même d'ailleurs, toutes les structures porteuses à avoir plusieurs acteurs autour de la table pour pouvoir construire les questions à creuser dans ces observatoires, mais aussi après à comment on peut répondre aux besoins qui ont été soulevés et, et pouvoir co-construire un plan d'action. Donc voilà, juste pour un point par rapport à ça et merci beaucoup. Je laisse la parole du coup à Grégoire, c'est ça? Bonjour tout le monde. Euh, du coup, moi je travaille pour l'UFITC. Je ne sais pas si certains connaissent déjà. Donc c'est vraiment dans le champ artistique et culturel. Donc l'UFITC, c'est un regroupement de fédérations et d'organisations professionnelles de ce champ culturel, qui n'est pas forcément spécifique d'un point de vue disciplinaire ou d'un point de vue du champ d'activité. Mais par contre, qui a pour socle commun d'être voilà, des fédérations et des regroupements qui représentent des acteurs plutôt qui émanent du secteur de l'économie sociale et solidaire et essentiellement du champ associatif. Et donc voilà, on est associé, on est membre du CAC notamment et on est associé à pas mal de travaux, notamment à ce travail sur la recherche participative Escape. Et d'ailleurs, pour faire un petit peu la jonction avec le propos que je vais porter là rapidement, parmi les études de cas, la quinzaine d'études de cas qui a été proposée dans le cadre de cette recherche ESCAPE, on a regardé de plus près ce qu'on appelle un SOLIMA, schéma d'orientation lieu musique actuelle, qui a eu lieu en Creuse, qui est une démarche au long cours. Et voilà, ça fait la jonction avec ma proposition, puisque le CAC et Jean-Baptiste m'ont proposé de redire un petit mot rapidement sur cet outil spécifique au champ artistique et culturel qui s'appelle les schémas d'orientation art et culture, qui sont effectivement des processus qu'on pourrait, en tout cas d'un point de vue empirique et théorique, dire qu'ils relèvent d'une logique de co-construction. Euh, j'ai, je peux faire un partage d'écran, j'ai prévu deux, trois slides. Oui, je te donne des droits tout de suite. Merci. En introduction rapidement. Alors, euh, les schémas d'orientation, c'est plutôt une émanation du secteur des musiques actuelles. Euh, une production du groupe de travail des lieux musique actuels, qui est un espace porté par le ministère, qui a travaillé à la question de la labellisation des lieux musique actuels, etc., et qui a proposé cette méthode de travail, travailler de main dans la main, beaucoup travaillé par la Fédélima, qui est la Fédération des lieux musique actuels, qui s'appelait Féduroc à l'époque. Donc c'est assez ancien, hein, puisque les premières initiatives, qui s'appelaient pas encore forcément Solima à l'époque, mais la première initiative de concertation comme ça, c'était en 2006. Donc on est même près des 20 ans par rapport à ce que tu disais, Jean-Baptiste. Et cette méthode de schéma d'orientation lieu musique actuelle Solima a fait des petits un petit peu dans d'autres secteurs des champs artistiques et culturels, puisque d'autres formes de schéma d'orientation ont émergé depuis, notamment toute une séquence autour des arts visuels avec les sauts d'avis il y a quelques années, et ça se fait également dans d'autres secteurs, les sauts d'arrêt pour les arts de rue et l'espace public, les sauts d'âme pour la marionnette, les sauts d'acte pour le cirque. Voilà, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Euh,
Ce que je vous propose, c'est de faire une présentation un petit peu rapide de cette méthode de travail et de ce qu'elle représente, et puis de faire un focus un peu sur ce qui s'est passé au niveau des Solima et ce qu'on peut en tirer un petit peu en termes de réussite et de marge de progrès avec ce recul bientôt d'une vingtaine d'années, si ça vous convient. Euh, Hop, je vais juste faire un petit partage d'écran. Euh, Vous allez voir, finalement, ça rejoint pas mal ce qui a pu être déjà présenté au niveau des méthodes de construction qui ressort dans l'étude et les travaux de pilote, enfin, qu'a regroupé Laurent Fraisse dans son ouvrage. Est-ce que vous voyez l'écran là? C'est bon? C'est en train d'arriver, ouais. Ouais. Voilà. Euh, C'est bon. Donc voilà, sur les objectifs et principes, donc un schéma d'orientation, c'est vraiment une méthode qui se veut plus un processus de concertation pour la co-construction de politiques publiques, la structuration et la coopération entre acteurs. Derrière, dans ce secteur des arts de la culture, on relève deux enjeux principaux d'intérêt général. Favoriser la création, la diversité des œuvres, des initiatives dans le respect des droits culturels. Alors, je ne sais pas si on a trop le temps de faire une inclusion sur les droits culturels, je pense pas trop. Je peux vous renvoyer à de la littérature, mais les droits culturels, c'est une manière de considérer la culture de manière plus approfondie que la logique de démocratisation culturelle où certaines œuvres ont de l'importance et il faut que tout le monde y ait accès. Les droits culturels, c'est vraiment considérer que chacun est porteur d'une culture en propre et a le droit de la faire exister, de la revendiquer et de la partager avec celle des autres. C'est une approche extrêmement large et ouverte de ce terme de culture. Où il faudrait faire une intervention en tant que telle pour parler des droits culturels. Si vous avez des questions ou des demandes de précision, je pourrais faire, mais je peux vous renvoyer à pas mal de littérature. Et donc, le deuxième enjeu d'intérêt général de ces schémas d'orientation, c'est vraiment d'aller sur un développement territorial cohérent et équitable. Donc, ils ont pour objectif à la fois de développer une lecture du territoire, de favoriser de l'interconnaissance, de produire de l'analyse qui serait débattue collectivement pour mettre en œuvre des actions, des coopérations, des dispositifs qui relèvent de l'intérêt général. Quand c'est un Solima, ça concerne les musiques actuelles. Quand c'est un Sodavi, ça concerne les arts visuels, etc. Et il y a vraiment des principes un petit peu ancrés dans la mise en place de ces schémas d'orientation. C'est un principe d'horizontalité, avec vraiment une association de manière non hiérarchisée de l'ensemble des parties prenantes, l'État, les collectivités, les réseaux, les acteurs, avec une forme d'équivalence des personnes. Il n'y a pas une parole ou un avis qui prédomine l'autre. Donc voilà, vous voyez, ça commence déjà à résonner avec ce qu'on a dit. On est vraiment dans une intention de démarche progressive et ascendante. Donc on est sur du bottom-up, ça part du territoire. Une démarche qui veut s'inscrire dans la durée. Et chose qui est pointée depuis le début, ça demande des disponibilités, c'est pas forcément facile, donc il faut tenir compte des disponibilités et des moyens limités des personnes dans la mise en œuvre de celles-ci. Évidemment, un principe de diversité qui est respecté, avec une pluralité exhaustive, très représentative de l'ensemble du champ concerné, et des principes de bienveillance, de respect, qui permettent l'expression de chacun avec donc ce même niveau de valeur. Hop. Et donc, c'est là où ça résonne avec ce qu'on a déjà vu. Il y a vraiment des logiques, des étapes de mise en œuvre assez claires dans un schéma d'orientation. On commence par observer et comprendre. Et c'est le moment où on peut créer de l'interconnaissance entre les participants, qu'on va avoir des temps de réflexion collective sur les sujets, qu'on va essayer de croiser les points de vue, les confronter, les conforter, améliorer la connaissance collective des enjeux, des différentes dispositifs, lois qui régissent le secteur. Donc, c'est comment est-ce qu'on acquiert une lecture commune, en quelque sorte, du territoire. Dans un deuxième temps, il y a l'étape un peu de réflexion et de conception. Donc, après cette phase un petit peu d'observation et d'interconnaissance, il y a travailler à dégager des chantiers, des travaux, des pistes d'action qui amènent à des propositions d'évolution
politique publique. Donc là, on est vraiment sur une tentative de diagnostic partagé et de priorisation des actions en œuvre. Troisième étape arrive à une phase de proposition et de mise en œuvre, donc de mise en œuvre d'actions de coopération, de mutualisation, de nouveaux dispositifs de soutien pour travailler à soit des nouvelles modalités d'action publique, soit de travailler à leur complémentarité. Et enfin, évidemment, un processus d'évaluation qui a pour objet de mesurer un peu les effets et de réactualiser les priorités et d'ajuster la suite du processus. Dans l'idéal, il s'agirait d'une dynamique plus cyclique que one shot, à savoir ce processus, il est amené à se répéter un petit peu continuellement, quoi. Juste pour vous faire en quelques mots l'illustrer, on a identifié dans une enquête, dans un diagnostic récent qui a 2-3 ans, 35 Solima. Donc là, je parle vraiment de ce qui est les musiques actuelles, qui est le secteur où il y a eu le plus d'expérimentation, donc plus de 35 Solima. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des approches territoriales différentes. Il y avait des Solima régionaux, des départementaux, des Solima à une échelle d'intercommunalité. La plupart du temps, les structures porteuses étaient plutôt des pôles, des têtes de réseau ou des réseaux informels, des groupements d'acteurs, parfois des agences. Ça a demandé la mobilisation de moyens financiers selon les schémas entre 5 000 et 30 000 euros par an et avec également entre 0,4 et 1 équivalent temps plein pour le mener. Ça demande des moyens en termes d'animation, puis évidemment des outils d'information, de communication, etc. Et voilà, les parties prenantes qui ont été concernées par l'ensemble de ces Solima sont très très variées. À chaque fois, ça a concerné les acteurs et les réseaux des musiques actuelles du territoire concerné. Et la plupart du temps, la DRAC, les régions, les départements, un peu plus rarement les communes ou des communes ou des intercalités. Petite limite, malheureusement, par rapport à l'intention première d'être très exhaustif en termes de participation, on constate une participation encore assez variable des artistes en tant que tels et des techniciens du spectacle. Voilà, c'était des initiatives qui ont groupé jusqu'à en moyenne une centaine de personnes. Le plus petit, c'était 6 structures, le plus gros, Sonima, 120 structures. Je rebalaye, mais rapidement. Donc, les Sonima, ils fonctionnent comme ça. Une phase de recensement, une phase d'information de lancement, une phase d'état des lieux, où là, on s'appuie sur les principes de l'observation participative et partagée, où chacun est partie prenante de cette observation. Une phase de concertation et de co-construction à travers des plénières, des temps de rencontre, une phase de proposition et d'expérimentation et une phase de restitution. Sur une durée moyenne à peu près de 3 ans. Donc, vous voyez quand même un temps relativement long. Je pourrais vous fournir le doc. L'idée, c'est de passer assez vite. Les thématiques abordées au sein des Solima étaient très très variées. La question de la diffusion, la question des pratiques amateurs, la question de la création, de la production, de l'accompagnement à la professionnalisation, la question de l'économie, de l'emploi, de la formation dans le secteur, la question de la structuration collective, de la mise en réseau, la question du manque ou de l'émergence de lieux, d'équipements, les besoins en investissement. Puis des sujets un petit peu plus resserrés selon les territoires sur l'aménagement en ruralité. Et souvent, ça vient également viennent s'y insérer des axes de travail un peu transversaux qui a été récurrent sur ces 20 ans, la question de la transition numérique, la question de l'observation de la ressource, et puis parfois des thématiques ponctuelles. Juste pour vous dire ce que ça a produit en termes d'effets, les Solima, quand on les observe, à chaque fois, il y avait vraiment une logique de mise à jour, un peu d'identification des acteurs, des activités présentes sur le territoire. Et bien souvent, il y a des surprises, hein, parce que tel niveau de collectivité ou tel réseau pense avoir une vision assez exhaustive des acteurs de son territoire. Et en fait, on se rend compte que c'est jamais le cas. Il y a toujours des gens qui sont en radar et ces démarches-là permettent vraiment d'identifier l'ensemble des acteurs et des activités qui composent un territoire et d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Et
la plupart du temps, ça a produit des effets d'interconnaissance entre acteurs, de structuration, de logique de mise en réseau ou d'élargissement des réseaux existants, et la mise en place de nouvelles coopérations entre les acteurs, d'émergence de nouveaux dispositifs publics ou la mise en commun de moyens. Parfois, et ça plus rarement, et c'est là où on voit les limites malheureusement, et il faudrait que ça s'améliore encore, des renforcements, des adaptations des aides publiques ou des nouveaux moyens, des labellisations, des évolutions de projets, des structures. Ce qui a noté là-dedans, en fait, surtout, c'est que on pourrait croire que ces schémas ont permis beaucoup plus l'émergence de politiques publiques un petit peu concrètes et de nouveaux dispositifs, et pas tant que ça, malheureusement. Les marges de manœuvre, encore, les marges de progrès, donc, ça, c'est issu d'une étude un petit peu au long cours sur 20 ans de Solima, donc avec énormément d'entretiens, etc. On voit qu'il y a encore des marges de manœuvre pour améliorer l'horizontalité et les dialogues non hiérarchisés. Les postures, notamment au niveau des pouvoirs publics, restent encore malheureusement encore parfois un petit peu surplombantes. La temporalité manque souvent aussi enfin, il y a souvent encore un manque de temps dédié, et on constate des temporalités de travail différentes entre les acteurs, les collectivités et l'État. Ça, c'est souvent un écueil qu'on constate. La participation, il y a encore des améliorations possibles pour dépasser un peu les cercles habituels, les représentations habituelles des réseaux, en invitant par exemple, comme il disait, plus d'artistes, plus de praticiens ou autres. Malheureusement, c'est des démarches qui s'inscrivent quand même sur un temps pas suffisamment long et qui mériteraient d'entrer dans un processus plus pérenne. Et je parlais des droits culturels. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un peu un cadre de travail, un point de départ, un peu un référentiel pour la mise en œuvre de ces schémas d'orientation, mais finalement, la notion de droit culturel a été peu assez emparée. Alors là, c'est peut-être que finalement, le droit culturel, c'est quand même une notion qui monte largement en puissance entre 2006 et aujourd'hui, donc peut-être que aujourd'hui, dans les derniers schémas d'orientation, les droits culturels seraient un petit peu plus au centre de la réflexion, quoi. Et puis, dernière chose, c'est important de poser ces limites-là, des moyens d'animation souvent contraints et sous-dimensionnés. Et voilà, on constate que malgré toutes les bonnes volontés, ça demande des espaces-temps et des moyens humains et logistiques conséquents, ce type de démarche, et malheureusement, c'est souvent insuffisant. On avait envie de voilà, poser une petite remarque un petit peu générale et conclusive. Pour nous, les schémas d'orientation agriculture, mais dans leur ensemble, s'emparer vraiment à bras-le-corps de la co-construction, c'est vraiment s'emparer d'une nouvelle manière de codéfinir l'intérêt général. Et on voit que, en ce sens, les postures évoluent vraiment progressivement et difficilement, et que les méthodes de travail restent encore largement à approfondir et à éprouver. Euh, Juste un petit mot pour vous dire que, voilà, à la fois pour s'appuyer sur l'expérience et puis l'améliorer, il faudra vraiment rentrer dans des logiques cycliques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui devrait se renouveler et pas seulement un one-shot. Un schéma d'orientation, en fait, finalement, devrait être une suite on oriente collectivement, on met en œuvre, on évalue, on réoriente, on remet en œuvre, on évalue, etc. Et on constate que si l'approche par filière, c'est-à-dire par champ disciplinaire, musique actuelle, art visuel, etc., fait sens à un niveau régional, pourquoi pas, pour structurer au niveau régional les acteurs, renforcer les réseaux, redéfinir les politiques publiques, c'est intéressant. Dès qu'on est sur une approche plus infra-territoriale, à l'échelle d'un département, d'une intercommunalité, vraiment, il faut penser les logiques de schéma d'orientation agriculture dans une logique interdisciplinaire. Ça fait beaucoup plus sens. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on veut prôner, c'est que la méthode Solima, Soso, nous on l'appelle entre nous les Soso, elle est très pertinente au niveau des principes qui sont posés, des méthodes de travail, etc. Mais elle doit se faire sa mue pour qu'on s'en empare à des niveaux de territoire, bassin de vie,
et que finalement on l'utilise plus, on s'en sert plus dans une optique de travailler à des logiques de projets culturels de territoire qui vraiment viennent s'appuyer et viennent, on va dire, confronter l'ensemble des acteurs, des participants de la culture d'un territoire et même de manière assez transversale avec d'autres secteurs socio-économiques. Mais en tout cas, dans cette intention-là, cette méthode qui est expérimentée depuis 20 ans, elle mérite d'exister, d'avoir été éprouvée, d'être en capacité aujourd'hui de faire peut-être son autocritique pour voir les points d'amélioration. Et donc, je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle Jean-Baptiste me proposait de faire ce petit topo, c'est de dire que bah, on part pas de rien, et notamment dans ce secteur-là, il y a cette expérience des socios sur lesquels s'appuyer quand on veut mettre en œuvre des logiques de co-construction. Voilà en quelques mots. Vous renvoyez vers 3 liens. Je vais quitter le partage d'écran. Je sais pas comment ça marche. Ah, voilà, arrêtez le partage. Un premier lien, bah, c'est vers la dernière newsletter de l'UFISC. Il s'avère, c'est le hasard, mais il s'avère qu'on avait fait un petit focus justement sur cette question des schémas d'orientation. Vous avez un petit peu le propos que je viens de tenir en condensé en fin de newsletter et la présentation des Solima sur le site des ministères de la Culture et surtout, c'est peut-être le document le plus intéressant, un vademecum qui a été produit par la Fedelima sur les Solima qui pose un petit peu de manière beaucoup plus approfondie que je l'ai fait là, les principes qui permettent de mettre en œuvre ce type de schéma. Voilà ce que je peux en dire. J'espère que j'ai pas été trop long. Sûrement que si. C'était Non, mais parfait, merci. oui, oui, et puis il y a beaucoup de choses à dire parce que ça fait quand même 20 ans que c'est au travail. Donc voilà, c'est vrai que c'est précieux, je pense, d'avoir ce recul-là, y compris méthodologique. Tu parles de ce Vademecum qui, je pense, est un document extrêmement important. Et donc voilà, c'était bien d'avoir cette illustration grâce à toi dans un secteur culturel qui s'est quand même en partie construit, je pense, au champ des musiques actuelles, etc., avec cette démarche-là par endroit. Et c'est relativement inédit et pas simple, on le voit. Alors, juste pour finir, oui, je vois, excuse-moi, Léa, tu as levé la main. Ouais, je voulais juste mettre ça en perspective. Enfin, déjà dire que c'est vraiment une source d'inspiration pour plein de secteurs et plein d'endroits où on se pose cette question de la co-construction. Et peut-être aussi renvoyer vers le fait qu'on essaye de réfléchir, enfin, on tombe sur ce constat commun des pistes d'amélioration sur tous les travaux hein, sur la co-construction, c'est-à-dire que pour éviter l'instrumentalisation, il y a cette question de l'équilibre en termes de disponibilité et de capacité à mobiliser des ressources. Et donc, la question de pouvoir pouvoir allouer des ressources et donc pouvoir faire financer la fonction d'ingénierie, d'animation, un petit peu des coopérations euh, pour pouvoir contribuer vraiment à la co-construction sur le territoire. Nous, on a au niveau du RNMA aussi mené une expérimentation en termes d'outils avec la Fonda sur le territoire. C'était pas forcément spécifiquement sur co-construire les politiques publiques, mais ça amène à travailler les coopérations territoriales et donc à mettre autour de la table pouvoir public, associations autour d'une question commune. Et on est en train de travailler justement sur tirer ces apprentissages avec une communauté d'apprentissage qui est en train de se créer, où il y aura des échanges entre pairs et la prochaine est au mois de mars, donc vraiment dans pas longtemps. Et puis il y a un travail qu'on essaye de faire vraiment. Moi, je trouve vraiment que cette question des ressources est essentielle parce que finalement, l'instrumentalisation, elle vient aussi parfois du fait que la personne avec qui on essaye de co-construire, en même temps, elle a les cordons de la bourse et donc les subventions ou commandes publiques, etc., participent de l'instrumentalisation très fortement. Et donc, on a une réflexion aussi sur comment
associer la philanthropie pour faire financer cette fonction de soutien et d'animation des coopérations et de la co-construction. Et on organise avec la Fondation de France et la Fonda un événement qui portera sur globalement l'animation des coopérations le 2 juillet à Villeurbanne. Donc voilà, je redonnerai les éléments, mais on n'avait pas tous les éléments de communication et on vient de mettre ça en commun. Donc je voulais en dire un mot, je redonnerai, je vais mettre le lien aussi dans le chat. Voilà. Désolée. Non, mais merci parce que d'abord, du coup, ça permet de repérer Villeurbanne comme la capitale de la démocratie de demain, parce qu'on va en parler aussi avec Léa. Tu parles d'échanges entre pairs. Léa va pouvoir détailler la manière dont, avec l'Institut Alinsky, ils organisent justement un échange entre pairs, entre collectivités territoriales. En tout cas, ça paraissait important d'avoir ton intervention, Léa, pour aussi Grégoire parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait avec les acteurs qui ne sont pas dans les radars, entre guillemets, et tout le travail mené avec l'Institut Alinsky, c'est justement voir comment est-ce que, en quelque sorte, on peut construire cette construction, c'est-à-dire n'oublier personne, y compris ceux qui ont le moins facilement accès au chapitre, à ces démarches de co-construction, etc. Et donc, finalement, comment est-ce que on construit la possibilité d'être interpellé, de voir des sujets mis sur la table qui ensuite peuvent être co-construits. C'est un peu ça l'idée avec ton intervention. Je vais te laisser présenter peut-être l'Institut Alinsky et puis le travail qui a été fait dans le cadre donc, de cette autre recherche-action qui s'appelle Laïc pour liberté associative et initiative citoyenne. C'est aussi un sigle. Et on va pouvoir voir un peu ce qu'on met derrière ce concept d'interpellation qui, je le rappelle, est un concept dans la charte des engagements réciproques, dans le préambule, il est question de la fonction d'interpellation des associations. Donc l'idée, c'est de voir ce qu'on met derrière cette fonction d'interpellation. Je te laisse la parole, Léa. Oui, merci JB. Je vais du coup partager également mon écran. Tac, normalement ça devrait, vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que c'est bon? Ouais, Ouais. merci. Super. Donc moi du coup c'est Léa Gallois, donc je travaille pour l'Institut Alinsky. Pour la petite anecdote, avant j'étais je travaillais à la ville de Bordeaux dans le service démocratie permanente et c'est vrai qu'on parlait beaucoup bah, voilà, de démarches de consultation, de concertation, de co-construction. Mais encore faut-il que le sujet soit mis à l'agenda politique. Et en fait, quand on parle de démocratie d'interpellation, on parle bien de ça, en fait, de comment on va réussir à poser un sujet à l'agenda politique, alors qu'il n'est pas finalement dans le radar des élus ou qu'il n'est pas posé sur la feuille de route, qu'il n'est pas posé dans les engagements. Et pourquoi il est posé à l'agenda politique? Parce qu'en fait, il y a des gens qui se mobilisent, pour qui c'est important, et finalement, on parle de bah voilà, de mise à l'agenda par le bas, quoi. Le bottom-up, c'est bien les gens qui s'organisent, les gens, mais ça peut être aussi des centres sociaux, des associations, des collectifs, que sais-je, qui vont venir interpeller une collectivité pour poser le sujet. Donc du coup, rapidement, du coup, Jean-Baptiste le disait, mais en fait, on a organisé avec notamment la ville de Villeurbanne les rencontres de la démocratie d'interpellation et des libertés associatives en novembre, qui avait pour but en fait de rassembler finalement des collectivités, des chercheurs, des chercheuses, des militants, des militantes et, euh, et des associations dans le but d'essayer de comprendre un peu quels étaient les enjeux autour des libertés asso, des démocraties d'interpellation. Et par ailleurs, en ce moment, on accompagne, et je pense que j'étais venue il y a quelques mois présenter en fait l'appel à manifestation d'intérêt ici. Donc voilà, ça y est, on s'est lancé en fait dans l'accompagnement de 9 collectivités qui vont expérimenter, créer de nouveaux dispositifs. Et nous, là, on pousse pour que ça soit aussi fait avec les acteurs locaux et que ce soit des dispositifs qui soient finalement co-construits, quoi. Donc, je vais revenir assez rapidement là sur ce que c'est l'interpellation parce que je pense que c'est important de le définir. Je ne sais pas si tout le monde est si tout le monde connaît en fait ces notions-là, mais d'abord, finalement, pourquoi nous on pense que c'est important de développer la démocratie d'interpellation? D'abord parce qu'on pense que c'est important de pouvoir renforcer les contre-pouvoirs et d'établir des espaces autonomes d'organisation collective. On le voit parfois, le secteur associatif, mais en fait, il est, pieds et poings liés en fait avec toutes ces subventions et en fait, il va
peut-être avoir une forme d'autocensure à aller interpeller les institutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont peur de perdre leur financement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, mettre, comment dire, dans le langage et dans la vision des élus, la question de la démocratie d'interpellation, c'est ça, en fait, c'est dire, c'est important d'avoir des contre-pouvoirs, c'est important de permettre aux citoyens de pouvoir exprimer leur intérêt, notamment les citoyens et les citoyennes les plus inaudibles, si on peut dire, les plus marginalisés, ceux qui sont le plus éloignés des institutions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir légitimer les initiatives citoyennes. Et nous, ce qu'on pousse, c'est de pouvoir instituer des règles, en fait, qui permettent de légitimer la parole de tous et toutes, de pouvoir permettre aux collectifs, aux citoyens, aux associations d'initier, de vraiment d'impacter les processus décisionnels. Et, euh, et voilà, en gros, sur le pourquoi nous, on fait ça. Donc, bon, alors là, je l'ai remis là, mais à la limite, je pourrais vous envoyer le PowerPoint très rapidement. C'est quoi les étapes d'une interpellation? En fait, ça part d'une situation insatisfaisante sur un territoire, d'une personne, qui va essayer finalement d'agréger les autres pour avoir une sorte d'organisation collective, qui va mener une enquête ou pas, et qui va aller, je sais pas, par exemple, envoyer un mail, envoyer un courrier à la ville en disant, en fait, nous, je sais pas, ça peut être sur le fait associatif, bon, on pourra en discuter après, mais voilà, demander à ce qu'il y ait, je sais pas, l'ouverture d'une maison des associations sur le territoire, parce qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas de lieu pour les associations. Bon, parfois ça suffit, enfin, parfois on a une réponse de la collectivité qui va dire, ah, désolé, on n'a pas de locaux. Oui, bon, du coup, en fait, on se dit qu'on va aller plus loin et on fait des actions collectives d'interpellation, on va se mobiliser, on va rendre ça public par comment dire, par des actions directes qui peuvent être médiatisées, par exemple. Et le but, c'est bien d'accéder à des espaces de médiation, négociation pour obtenir un accord, quoi, euh, la mise en œuvre de la décision. Lorsqu'il n'y a pas en cas de désaccord, là, on pourra le voir, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes, mais on peut le voir que dans certains territoires, ils mettent en place des sortes de référendums d'initiative citoyenne pour, en fait, permettre aussi à tout le monde de s'exprimer sur le point de vue et de ne pas prendre la décision seul, quoi. Et du coup, après la mise en œuvre de la décision, où là, on pourrait parler de co-construction, effectivement, après, sur cette dimension-là. Oui, donc les interpellations, elles peuvent concerner un grand nombre de personnes ou bien le cas d'une seule personne quand c'est urgent. Ça peut concerner une décision qui a déjà été prise et qui est contestée ou une décision future. Elle peut s'appuyer sur une situation documentée ou pas du tout et demander l'application du droit ou plus en fonction de la demande. Ça, c'est pas très utile. Voilà, donc les formes classiques d'interpellation, vous les connaissez déjà, je pense, hein, mais je les ai remis là. Donc, c'est les pétitions, ça va être les assemblées, les réunions publiques, les rassemblements sur la place publique, les rassemblements, les interpellations via les médias, tribunes, les campagnes d'affichage, tracts. Il y en a d'autres, mais là, j'ai mis les principales, quoi. Et donc, du coup, nous, ce qu'on expérimente là, c'est justement de faire reconnaître ces activités d'interpellation dans le processus. Euh, en fait, comment dire, dans le rapport des institutions vis-à-vis des acteurs du territoire, que ce soit des citoyens, des assos ou des collectifs. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un système basé sur des systèmes de paliers de pétition, où en fait, par exemple, 50 signatures vous permet d'accéder à un nouveau droit, qui est un droit au dialogue, qui est la médiation. Par exemple, 1000 signatures, ça pourrait permettre d'accéder à l'expertise et demander la contre-expertise. Il n'y a pas de locaux pour les maisons des associations. Nous, on veut un audit extérieur pour bien vérifier qu'effectivement, c'est impossible d'avoir ces locaux-là dans la ville, par exemple. Ou encore, on peut monter plus haut à 2000, 8000, c'est 8000 notamment à Grenoble. 8000 signatures permettent de déclencher un référendum d'initiative citoyenne et le maire s'est engagé à mettre en place ce référendum et comment dire, et à appliquer ce que les gens vont décider. On parle aussi de droit à la ressource, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir ça en tête, parce que c'est super de faire tourner une pétition à 8000 signatures, mais en fait, ça demande beaucoup de moyens. C'est ce qu'on appelle des campagnes, quoi.
Et nous, on propose aussi de penser ça, quand on pense à la démocratie d'interpellation, c'est de penser à ces conditions matérielles, parce qu'en fait, sinon, c'est toujours les mêmes qui vont aller interpeller, et c'est ceux qui ont déjà les moyens de le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que même une petite association ou un petit collectif, elle puisse mener sa campagne jusqu'à 8000 signatures avec un système de remboursement de frais de campagne. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le fonds d'interpellation, qui peut prendre différentes formes. Et enfin, donc là, c'est le premier truc, système de palier de pétition, mais il pourrait y avoir d'autres droits, on pourrait imaginer d'autres droits qui pourraient être l'organisation d'assemblées ou d'actions collectives. Ce qui est aussi important dans cette vision-là, c'est de se dire que l'interpellation, ça s'organise, quoi. Et c'est important d'avoir en tête que enfin, comme je le disais juste avant, c'est que si on pense pas avec les collectivités et avec les acteurs dès le début comment organiser les communautés inaudibles, en fait, ça va être toujours les mêmes personnes qui vont venir interpeller. C'est ceux et celles qui sont déjà proches des institutions, qui déposent voilà, tous les ans, tous les 2 ans, par exemple, des projets au budget participatif. En fait, ce sont les personnes qui sont déjà hyper proches des institutions. Et donc là, nous, je sais qu'à par exemple à Strasbourg, ils sont en train de réfléchir à pourquoi pas avoir une subvention community organizing, donc une subvention qui pourrait aider en fait les associations ou les collectifs à aller chercher des populations plus éloignées des institutions. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, donner des ressources pour les interpellants. Et effectivement, sur les expérimentations là, à Poitiers, Villeurbanne et Arcueil, on réfléchit à un fonds d'interpellation. Donc voilà un peu pour le panorama. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que je pourrais répondre aux questions si vous en avez. Mais en fait, dans l'idée, la démocratie d'interpellation, c'est vraiment ça, quoi. C'est pouvoir mettre le sujet à l'agenda alors qu'il n'a pas été demandé par les élus. Voilà. Et du coup, voilà, en fait, la démocratie d'interpellation, une opportunité pour inciter les collectivités à co-construire, par exemple. Ça peut être aussi ça, en fait, les interpellations, elles peuvent demander, typiquement, je pense juste, je vous donne un exemple, mais à Arcueil, ils ont fait une interpellation sur le stationnement où ils disaient, Monsieur le maire, est-ce que vous voulez bien faire un référendum sur le stationnement dans la ville? Et donc, on voit et donc, le maire a accepté et a fait, en fait, ce référendum. Mm. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Léa. Merci. Euh, du coup, Léa, l'autre, on en a fini avec les interventions liminaires. Et ben voilà, c'était c'était super riche, super dense. Je pense vraiment que ce que tu apportes, Léa, avec ce regard sur la démocratie d'interpellation est essentiel parce que c'est un peu ce qu'on se disait avec Luciana quand on reparlait de la recherche, c'est que la plupart des démarches qui sont désignées comme de la co-construction, pose, pose question parce que elles sont toutes à l'initiative de la collectivité et donc le cadrage vient pas forcément des collectifs et des citoyens. Euh, L'idée, c'est vraiment de voir comment, à partir de tout ça, déjà de prendre vos réactions, de voir ce que ça peut vouloir dire pour vous dans vos territoires, de prendre les questions aux intervenants. Je vois quelques petites questions, et notamment peut-être ça, c'est pour Léa. Est-ce que tu as une idée de l'importance de la réussite de la démocratie d'interpellation, là où elle est mise en œuvre? Alors, du coup, c'est vrai que nous, on accompagne des villes qui sont en train de se lancer ou en train de peaufiner leur dispositif, donc c'est vraiment le début. Donc, pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience. Par contre, il y a Antoine Gontier qui bosse à la ville de Grenoble, qui lui a mis en place le droit d'interpellation à Grenoble et qui voit aujourd'hui,
Enfin, il écrit aussi sa thèse là-dessus par ailleurs, donc je pourrais vous la partager quand elle sera publiée. Mais en gros, il voit qu'il y a des écueils en fait. Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui, même s'il fonctionne bien pour répondre à plein de choses, là, il y a plein de choses positives, mais moi, un des trucs qui m'a marqué, c'est que finalement, c'est les CSP+ qui s'en saisissent. Donc, c'est que, en fait, ça fonctionne pas. Pour réduire les inégalités politiques, on est encore dans un dispositif mais qui reproduit les inégalités puisque c'est toujours les mêmes qui s'en saisissent, quoi. Mhm. Euh, Effectivement. Enfin, je pense on n'a pas vraiment d'éléments statistiques. Ce qu'on voit, on voit des résultats quali sur des endroits où c'est expérimenté, mais pour le moment, on n'a pas la capacité, on n'a pas le recul nécessaire. Euh, il y a une question sur est-ce que quelqu'un a une expérience de co-construction d'un pôle de démocratie locale et des conseils de quartier, donc au niveau d'une collectivité. Et puis, j'ai vu une belle question de Stéphane Giraud qui est un peu longue. Et du coup, je me demandais si Stéphane, vous vouliez ouvrir votre micro pour la poser. Sinon, je vais la lire. Je peux la poser en direct. Merci. Non, c'est juste que sur ces questions enfin, d'expression citoyenne qui nous préoccupent tous, je trouve qu'il y a un enjeu, c'est qu'on est face à des politiques publiques et ou des dossiers, quels qu'ils soient, dans la construction de la cité, qui sont de plus en plus compliqués et donc qui nécessitent aussi des montées en compétences, des phases de montée en compétences ou en tout cas d'appropriation de la complexité. Et je me demandais s'il y avait des sujets, enfin, des expérimentations qui avaient été conduites et des bonnes idées à aller piocher sur ce volet-là spécifiquement, parce que c'est souvent des volets qui demandent du temps, etc., et qui sont parfois un frein aussi. Ce temps est un frein à pouvoir rassembler une expression citoyenne, quoi. Est-ce que du côté du CAC ou de l'Institut Alinsky, vous avez des éléments là-dessus? Euh, oui, ben, je veux bien répondre à cette question de Stéphane Giraud parce que sur cet enjeu de monter en compétence des citoyens, pour moi, il y a l'exemple évidemment de la Convention citoyenne. Alors, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a été remarquable en fait dans la manière dont justement les citoyens sont montés en compétence sur des sujets complexes, mais aussi la Convention citoyenne sur la fin de vie. La question, c'est est-ce qu'on va voir émerger, multiplier des conventions citoyennes locales? Alors les conventions citoyennes, ça peut être piège parce que c'est pareil, il y a des effets déceptifs quand on joue pas, on respecte pas les règles du jeu. C'est-à-dire que la règle, c'est normalement on reprend sans filtre les propositions. Voilà. En tout cas, juste, je vais vous partager un élément qui est important, qui est la façon dont l'association Sciences Citoyennes a défini, mais 15 ans avant en fait la Convention citoyenne pour le climat, cette procédure de Convention citoyenne, avec cet enjeu pour Sciences Citoyennes de voir comment est-ce qu'on peut démocratiser des questions compliquées, scientifiques, techniques, mais qui se posent à tous les citoyens, donc qui doivent être démocratisées. Et la méthode qu'ils ont mis en place, et notamment ensuite ils l'ont croisée avec les travaux de démocratie ouverte, elle est assez importante. Donc, je vais vous mettre ça sur le chat. Également, peut-être dire que dans la méthode un petit peu des communautés d'action qu'on a expérimenté avec la Fonda, notamment à Morlaix, où ça a été expérimenté sur la question de la transition alimentaire, transition écologique. La première étape, finalement, ça a été aussi, bon, il y a cette étape d'interconnaissance et de voir comment on travaille ensemble et de se saisir d'un sujet ensemble. Mais avant d'aller vers la construction de réponses et de projets, finalement, les acteurs qui étaient autour de la table euh, se sont saisis aussi de cet espace pour solliciter euh, des... Bon, pour du contexte, pour le coup, ça, c'était une communauté d'action qui était portée
par une coalition associative, puisqu'on a eu une expérimentation qui était portée par une coalition associative et une qui était portée par la municipalité. Et donc, cette expérimentation-là, qui s'est autosaisie sur le sujet de la transition alimentaire, avant d'aller vers des expérimentations de solutions type sécurité sociale alimentaire, a d'abord mis tout le monde autour de la table et sollicité les techniciens, en fait, pour venir sur des journées expliquer les différents plans, le plan agricole, le cadre juridique, réglementaire, les schémas départementaux, les schémas régionaux, enfin voilà. Et il me semble que ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est quand on met tout le monde autour de la table, il faut aussi s'assurer du même niveau d'accès à la connaissance. Et donc, il faut intégrer ça dans les temps d'interconnaissance. Alors, il y a une question sur qu'est-ce qu'on pense de la co-construction des, des caisses de solidarité alimentaire, de la sécurité sociale alimentaire, et je pense que là, je vais laisser la parole au CAC, puisque c'est dans la suite sur les pistes de démarchandisation. Oui, alors je veux bien répondre à cette question. Donc, effectivement, il y a une trentaine actuellement d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation à des niveaux différents. Alors effectivement, il y a des termes aussi différents et qui parlent aussi de ces expérimentations. À Strasbourg, on parle d'une mutuelle de l'alimentation. Et toutes ces expérimentations, elles sont plus ou moins réussies, plus ou moins ratées. Enfin, c'est très, très divers. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de suivre, et c'est justement au cas on a exploré le cas de la sécurité sociale de l'alimentation en Alsace dans le cadre de la recherche ESCAPE. Et ce qu'on essaye de voir, c'est comment, à partir du local, finalement, on s'inscrit aussi dans une démarche globale de construction d'une politique publique, puisqu'on est là dans un cadre où la sécurité sociale de l'alimentation ne pourra fonctionner que finalement que si elle obtient que si elle s'inscrit dans une extension de la sécurité sociale, enfin une extension de la sociale, et que si elle s'inscrit dans une politique publique au niveau national. Mais voilà, c'est ces enjeux en fait de, de, de pouvoir oui, des enjeux de pouvoir entre les constructions locales et la construction nationale, parce qu'on là on a eu une proposition de loi sur une sécurité sociale de l'alimentation qui a été présentée, je crois, le 20 février, enfin tout récemment, il me semble. Et donc on voit aussi toutes les difficultés à faire émerger finalement une proposition de politique publique, une proposition de loi qui puisse étendre la sociale finalement. Voilà. Et voilà ce que j'en pense. Voilà, c'est complexe, quoi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres réactions que j'ai pas vues passer? Parce que j'ai l'impression que mon chat déconne un petit peu. N'hésitez pas à lever la main éventuellement si vous souhaitez réagir. Moi, sinon, j'aurais aimé justement avoir peut-être un retour de Grégoire puisque les Solima sont effectivement un exemple où on a un peu de recul sur cette question des effets de la co-construction et puis des risques intrinsèques aussi aux méthodes de co-construction parfois. Là, donc, le sujet de ce webinaire, c'est vraiment celui des risques d'instrumentalisation des associations. Et du coup, je me posais la question, d'une part, si c'était des risques auxquels
enfin, si c'était des choses auxquelles déjà initialement vous aviez prévu de répondre par cette démarche, si également les espaces de co-construction des Solima ont pu révéler des problématiques justement d'instrumentalisation ou des rapports de pouvoir un peu qui peuvent questionner justement. Enfin voilà, je me demandais, parce que finalement, pour une fois, on n'est pas parti tant que ça sur le scénario de l'affaiblissement, c'est-à-dire qu'on a eu une petite introduction sur cette question de l'instrumentalisation, mais on est très vite parti sur des aspects méthodologiques de réponse et de co-construction, et je trouvais ça intéressant quand même d'aborder un peu plus où est-ce que ça bloque. On pourrait faire du un par un, du cas par cas. En fait, moi, l'impression que j'ai en embrassant tout ça du regard, c'est que tu peux pas facilement instrumentaliser en tant que tel une démarche collective quand elle est vraiment coportée par beaucoup d'acteurs sur un territoire. Ça peut être de la poudre aux yeux, c'est-à-dire des institutions qui font semblant de jouer le jeu, en fait pas du tout, et ça n'a aucun impact sur leur politique publique, leur manière de voir les choses, etc. Mais j'ai l'impression que dans ces différentes initiatives, il y a pas toujours des effets sur le long terme, il y a de l'essoufflement, mais à chaque fois, il y a quand même une unité un peu qui se forge. Ça rate jamais. La dimension interconnaissance et enrichissement du territoire par la mise en place de coopération entre les acteurs qui s'interconnaissent et qui se rencontrent, elle est toujours effective et positive. Je crois que c'est factuel. Après, malheureusement, ça a souvent du mal à dépasser ça, mais je parlerai pas tant d'instrumentalisation que d'incapacité encore à l'heure actuelle à un décentrage de la part des collectivités qui vont pas être capables de se mettre à un niveau, enfin, dans une autre disposition que ce que disait JB en introduction, qui paye décide, quoi. Et ça, je crois que dépasser ça, j'ai pas l'impression de l'avoir rencontré, rencontré vraiment, quoi. Donc, j'ai le sentiment qu'avec ce qu'on voit dans les schémas d'orientation, mais également ce que je vois commencer à se construire sur différents territoires qui s'apparentent à cette appellation un petit peu qu'on utilise beaucoup en ce moment de projet culturel de territoire, on est au milieu du gué un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend et qu'on arrive à, à mettre en place un peu les premières intentions, mais que on n'est pas encore, on n'a pas encore, j'ai pas encore rencontré d'exemples de réussite où il y a un équilibre de la valeur de la parole, comme on disait, une légitimité de chacun. Après, il peut y avoir une forme d'instrumentalisation dans le sens où justement le payeur qui donne un tout petit peu de moyens insuffisants pour ce genre de démarche va pouvoir surfer sur la vague et dire bah regardez quand même on a fait tel schéma, on a fait tel truc, vous pouvez pas nous reprocher de pas prendre en compte l'ensemble des acteurs, etc. Et, il y a un peu un faux semblant, un petit peu une parfois je trouve je parle sans filtre hein, mais parfois je trouve un peu une sorte d'hypocrisie et c'est là où il peut y avoir un peu une forme d'instrumentalisation, c'est-à-dire arrêtez de vous plaindre, on a mis en place ces espaces où votre parole avait de la valeur. Or, entre avoir une parole qui a de la valeur en ce sens où on l'a entendue et on n'en fait pas cas, et avoir une parole qui a de la valeur en ce sens où finalement on s'est tous mis d'accord ensemble pour faire évoluer les politiques publiques, là il y a quand même encore un énorme gap qui, à mon sens en tout cas, n'a jamais encore été totalement franchi ou peut-être ponctuellement sur des actions, sur des projets, mais pas dans une dynamique un petit peu globale de projet de territoire.
Bon, Merci. analyse un peu subjective, hein. Merci, on parle tous de quelque part, hein. On a tous des propos subjectifs, mais merci beaucoup. Je vois que Jean-Baptiste, tu voulais également réagir. Oui, parce que ça me donnait envie de partager un document que je trouve aussi simple que génial sur la méthode pour co-construire et donc éviter les pièges de cette instrumentalisation. Et ce document, ça s'appelle Les 9 conditions d'Etouvie. Ça vient, alors je ne sais pas si tu dois connaître, j'imagine, Léa, ça vient de l'expérience d'habitants dans un quartier populaire du sud d'Amiens, donc le quartier d'Etouvie, un quartier qui était l'objet d'une rénovation urbaine et comme souvent, en fait, il fallait faire participer les habitants à cette rénovation urbaine, sauf qu'entre l'intention de faire participer et la réalité, il y avait un gap. Et donc les habitants se sont organisés pour avoir leur mot à dire sur ce que leur quartier allait devenir, etc. et co-construire d'une certaine manière l'avenir de ce quartier, de la rénovation, etc. Et donc ils ont eu cette expérience-là, souvent malheureuse, et ils ont mis sur le papier les 9 conditions très pratico-pratiques. C'est vraiment hyper basique. C'est juste, par exemple, avoir les documents à temps pour les lire avant la réunion. Enfin, c'est des trucs, mais vraiment hyper basiques. Mais en même temps, si on n'a pas ça en tête, mine de rien, on loupe plein de choses. Et donc, je trouve que c'est un document précieux parce que c'est très pragmatique. Ça vient de l'expérience d'habitants. Et ça vaut pour, en fait, l'ensemble des démarches de co-construction. Donc voilà, je vais le faire suivre, mais pour moi, c'est un document qui mérite d'être partagé très, très largement. Merci. Effectivement, si tu peux nous partager le lien, je suis très, très preneuse. Euh, il y avait également une question qui rapprochait cette question de l'interpellation avec la capacité de mesurer et de valoriser le poids politique et économique des associations et des collectifs. Voilà, donc Patrice Montino qui disait les associations ont du mal à mesurer leur poids politique et économique. Comment y arriver? Certes, le secteur associatif employeur représente 8-10% de l'emploi privé, mais quid de la valorisation des 90-92% restants? Le poids et la force d'interpellation est caché là-dessous. Euh, si, si quelqu'une souhaite réagir à ça. Moi, je l'ai mis dans le chat, mais c'est une auto-organisation nécessaire. Dans le champ culture, en tout cas, il y a une association qui s'appelle Opal qui produit, là, qui va sortir une nouvelle version d'une enquête sur les associations culturelles employeuses, qui chiffre pas mal de choses et qui démontre un peu du poids de la part associative du secteur culturel. Maintenant, effectivement, ça demande une capacité de travail et de coordination très, 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 très conséquente. On a la chance dans ce secteur d'avoir cette association qui le fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres secteurs, hein, même si j'imagine qu'il y a quand même régulièrement des enquêtes qui sont produites. Après, c'est sur le poids économique, sur le poids politique, c'est plus subjectif, mais ça relève plutôt du travail de groupements comme le CAC ou autre, faire valoir un petit peu ce qu'on défend. Enfin, je trouve que tous les travaux d'analyse et de prospective qu'on fait, ils sont de cet ordre-là, quoi. Ouais. Peut-être également dire qu'il y a des données un peu globales comme ça au niveau national, mais que les co-constructions, elles se font souvent au niveau local. Et sans doute, Luciana pourrait dire quelque chose de la démarche d'observatoire de la vie associative, euh, parce que justement, c'est aussi à la fois ça permet de faire émerger les besoins des associations, mais aussi de rendre visible la dynamique associative sur un territoire. Et c'est des outils qui me semblent importants. Je voulais juste, je te laisse la parole tout de suite, mais je voulais juste également dire que pour moi, ça me pose toujours une grande question qu'on a justement abordée dans le webinaire précédent sur la managérialisation, cet argumentaire de dire que la force d'interpellation se cache derrière des données chiffrées sur le poids économique, me pose toujours la question de cette tyrannie de la notion d'impact. Donc voilà, de réfléchir à comment on peut verbaliser l'utilité
l'utilité sociale et la transformation et la force que représentent les associations en sortant d'une logique utilitariste me semble aussi une piste de travail. Nous, on essaye d'y travailler sur les structures qui font de l'accompagnement de la vie associative en essayant de créer des démarches d'évaluation de l'utilité sociale qui sont qualitatives et qui se basent sur les trajectoires et qui sont pas forcément des données voilà, quanti et des pourcentages, mais bon, ça faisait écho à ça pour moi, cette petite question. Enfin, du coup, Luciana, je te laisse sur la notion d'observatoire local en dire un peu plus. Oui, donc comme je l'ai dit, nous, au sein de RENEMA, on accompagne les territoires à mettre en place un observatoire de la vie associative. Et d'ailleurs, on est aussi partenaire de l'association OPAL pour les observatoires des structures employeuses culturelles. Donc, l'objectif de ces observatoires, il y a tout un côté, bien sûr, chiffré et statistique pour caractériser le tissu associatif au niveau local, mais il y a aussi une partie qu'on appelle plutôt l'observatoire, qui c'est l'idée de mettre plusieurs acteurs autour de la table pour pouvoir en discuter les spécificités du territoire, quels sont les besoins des connaissances, parce que comme disait aussi Jean-Baptiste, c'est un processus soit à la fois de diagnostic du territoire pour mieux comprendre les tissus associatifs, mais aussi ça pourrait être un outil de co-construction des connaissances au niveau local. Donc, nous, on accompagne plutôt soit des structures associatives, mais aussi les villes, les services municipaux dédiés au tissu associatif, mais plutôt au niveau local parce que les enquêtes nationales de tissu associatif, c'est réalisé par Viviane Tchénonog. Je pense que vous connaissez tous les paysages associatifs français, donc ça nous donne des chiffres au niveau national, mais il manque quand même beaucoup de connaissances au niveau local des tissus associatifs. Après, on a des accompagnements plutôt au niveau de département, etc. Mais là aussi, dans la thématique un peu de quelles solutions face à l'instrumentalisation des associations, je voudrais aussi souligner que la co-construction, il y a aussi des enjeux d'échelle. De multiscalaire est plus complexe. Donc, est-ce qu'on va co-construire avec son élu au niveau de sa ville ou est-ce qu'on doit co-construire avec l'État? Je pense que les enjeux, sont pas les mêmes. Et parfois, les collectivités territoriales peuvent être aussi un acteur intermédiaire, d'intermédiation entre les associations et l'État, par exemple. Euh, Voilà, je pense que c'est plutôt dans ces sens que les observatoires peuvent contribuer, soit comme un diagnostic, mais aussi comme une rencontre d'acteurs. Et il y a aussi, comme on avait fait l'étude, il y a des enjeux. Est-ce que l'observatoire, il est mis en place par une collectivité ou pour une association? Donc, les enjeux, là, c'est pas du tout les mêmes. Parce que si c'est une collectivité, bon, c'est là qu'on disait, est-ce que la co-construction, elle existe si ça part des acteurs publics? Ils sont eux qui ont toutes les marges des manœuvres. Voilà, c'est un peu à réfléchir. Pour l'acteur associatif et les observatoires, il va aussi dans les sens plutôt de le plaidoyer, comment on va se faire valoriser nos actions, soit le poids économique, mais aussi toute l'économie plurielle, qui disait aussi Jean-Baptiste, tous les non-marchands, les non-monétaires, etc., qui c'est vraiment le cœur de l'action associative. Voilà. Merci. Alors, je vois qu'il y a eu quelques éléments. Marianne, tu veux pas nous faire ton teasing et nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît, plutôt que je lise les messages.
Oui, non, c'était sur. Tu parles de la mesure de l'impact, de la mesure d'impact, l'évaluation par la mesure d'impact. Et juste, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. C'est un décryptage qu'on fait au sein de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations, d'essayer de voir historiquement, politiquement et dans les pratiques ce que ça fait l'arrivée de cette évaluation par la mesure de l'impact à partir des années 2010 et comment elle transforme finalement les pratiques d'évaluation. Et pour nous, ça s'inscrit pleinement dans un processus euh, qui s'inscrit aussi dans le New Public Management. Donc l'idée de, voilà, il faut faire plus avec moins et il faut rendre visibles les effets des actions, mais d'un point de vue strictement économique. Et donc cette vision assez, cette approche assez très rationnelle et très scientifique de l'évaluation par la mesure de l'impact, elle est pour nous une voie de financiarisation des associations et c'est un peu ce qu'on explore à la fois dans le premier rapport de l'Observatoire, je vous ai mis le lien dans le chat, et ce qu'on va continuer d'explorer dans le deuxième rapport qui sortira en avril-mai. Et ça s'inscrit complètement dans aussi des effets d'instrumentalisation à des fins, cette fois, plutôt d'acteurs euh, de, 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 de transformation des grands acteurs financiers qui cherchent à placer leur argent avec des valeurs sociales verts, enfin avec des effets, des impacts sociaux et écologiques mais voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce que sinon je vais me perdre et je vais vous perdre. Mais ça sera dans le deuxième rapport de l'Observatoire. Ouais. De toute façon, on a un chat qui est très riche avec beaucoup, beaucoup de données. Et puis, on a les deux PowerPoint qui ont été présentés également. Tout cela sera remis avec le replay sur le site dédié à ce cycle de webinaire. Parce que ce qui nous importait vraiment, c'était aussi bah, de créer un espace de ressources pour les acteurs associatifs et notamment les acteurs aussi qui accompagnent les associations pour pouvoir réagir à ces questions et d'instrumentalisation, de managérialisation, de marchandisation, etc. et à leurs effets et de trouver vraiment des outils concrets pour avancer en ce sens. Donc il y a le site de l'Observatoire, il y a aussi l'étude qui a été faite, dont Marie a remis le lien, qui a été faite sur les effets des observatoires locaux sur de la vie associative, notamment parce que effectivement, au-delà de produire de la donnée qui est utile en termes de plaidoyer, en termes d'interpellation, en termes de légitimation finalement de la place des associations. Ça produit aussi un espace d'échange, surtout quand c'est porté collectivement. La co-construction des savoirs, des connaissances sur le fait associatif, elle est fondamentale et c'est pour ça aussi que nos réseaux s'engagent dans ces démarches de recherche collective pour essayer de se doter de ressources, d'analyses et d'outils qui sont remobilisables. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière. Aujourd'hui, on peut prendre encore éventuellement une ou deux réactions ou remarques, mais on arrive tout doucement vers la fin. Il nous restera un petit quart d'heure pour conclure. L'idée étant de pouvoir vous donner d'autres rendez-vous puisque on finit ce cycle, mais qu'on a envie de poursuivre le travail sur ces thématiques. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a des remarques dans la salle? Je vais peut-être proposer un dernier tour de table des intervenants, un peu de réagir à ce qui s'est dit, et puis si vous avez, comme on le disait, des rendez-vous, des pistes à venir.
sur lesquels voilà, on souhaite informer les participants de ce webinaire. Voilà, la scène est à vous. Moi, j'ai pas forcément de réaction, mais sur une date qu'on peut partager, c'est l'Observatoire des libertés associatives qui organise en fait une formation justement sur la question des libertés asso. Donc, j'imagine que ça peut intéresser le public qui est là. Je vais vous mettre les informations dans le chat. Voilà. Carrément, je plus sois sur cette formation. Non, bah, dire que nous, de plus en plus, on réfléchit d'une manière très très décloisonnée notre approche, notamment sur cette question des projets culturels du territoire. Elle se veut en construction avec l'ensemble des acteurs du champ de l'ESS en particulier. Et peut-être juste voilà un site internet où on regroupe un petit peu toutes les ressources et nos temps forts autour de ces questions-là, avec peut-être à signaler bientôt annoncer des dates officiellement, mais fin novembre, les rencontres nationales culture et ruralité du côté de Verdun, qui sont vraiment des temps assez riches et assez ouverts, hein, qui dépassent la question du champ culturel très clairement. Et puis bah voilà, à suivre, mais voilà, le fisc organise également tous les 2 ans un gros événement Pop Mind qui veut croiser les enjeux de culture et enjeux de société au sens large. Donc pareil, c'est des événements très décloisonnés qui peuvent intéresser beaucoup d'entre vous. Donc voilà, vous pouvez suivre les infos sur le site de l'UFISC ou sur le site ressourcescultureruralité.fr. Et merci pour l'invitation à ce temps de webinaire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints. C'était très chouette. Je peux peut-être poursuivre le petit tour de table final en disant que ben, nous, ça poursuit un peu ce que je vous ai présenté en entrée sur les coupes à la fois budgétaires, mais aussi les attaques politiques. Nous, on lance un appel vers une mobilisation vers un soulèvement associatif pour justement reprendre parole et sortir de cet état un peu d'instrumentalisation et de soumission, on va dire, hein. Et donc, je vous le mets dans le chat, notre appel, et on a plusieurs dates un peu pour essayer de construire cette mobilisation collective, et la prochaine étant le 7 mars, notre assemblée permanente des associations citoyennes, où on va essayer de construire collectivement cette mobilisation. Merci, Je sais super. pas, Ah, vas-y. je sais pas si on peut annoncer aussi le temps de travail. Il y aura un temps conclusif d'escape, probablement ouvert. J'ai plus les dates en tête. Je sais pas si vous les avez. Alors, justement, elles sont en cours Ouais, elles n'étaient pas de validées. calage, mais ça risque, enfin, ça risque, il y a des chances que ça soit plutôt à la rentrée, même s'il y aura peut-être d'autres temps intermédiaires. En tout cas, le gros temps sera plutôt sûrement à la rentrée. Ouais, justement, c'est quelque chose qu'on s'était dit un petit peu en préparation de ce webinaire, c'était que finalement le travail qui a été mené sur cette recherche Escape et qui continue d'être menée, l'analyse qui est en train d'être menée, elle doit tout à fait alimenter nos partenaires et nos réseaux et et qu'on était un peu en réflexion sur comment ça pouvait se traduire au-delà d'une publication. Donc, s'il y a des attentes aussi, donc il y aura effectivement un événement de restitution, mais on peut imaginer différentes choses, voilà, sur de la mise en commun de ressources, sur de l'échange, sur d'autres temps, d'autres cycles de rencontres virtuelles ou physiques. Nous, on a aussi plusieurs choses. Juste pour réagir à cette question des coupes budgétaires, on a lancé au niveau du RNMA avec le mouvement associatif et Exopé une enquête nationale pour pouvoir faire remonter des données aussi
sur la santé financière des associations. Donc, je vous mets le lien de manière aussi à ce qu'il y ait le plus de réponses possible parce que c'est vraiment, pour le coup, une enquête qui va être importante sur le plaidoyer pour ce soulèvement et pour soulèvement associatif et pour l'ensemble des interpellations qui sont en cours. Comme je vous le disais, nous, au niveau du RNMA, on a aussi eu cette expérimentation sur les outils de la stratégie de coopération territoriale autour de comment les acteurs, donc les maisons des associations, les structures d'appui à la vie associative peuvent être à l'initiative un petit peu de coopération et de co-construction avec les expérimentations qu'on a pu mener. Et en ce sens, on lance une communauté d'apprentissage dont le premier rendez-vous, en fait, d'échange entre pairs est le 7 mars. Il a vocation voilà, à vraiment mettre en commun. Donc c'est le 7 mars, ça tombe un peu en même temps que les travaux du CAC, donc voilà. Mais c'est une petite visio, donc pour ceux qui ne peuvent pas se libérer la journée pour le CAC, vous êtes les bienvenus. C'est en tout cas un temps de travail qui vise vraiment à mettre en commun sur comment on initie déjà une coalition, comment on travaille l'interconnaissance, comment on mobilise un groupe avec des acteurs qui sont très divers, etc. Il y a, comme je vous l'avais mis aussi plus tôt, l'événement du 2 juillet. Et en tout cas, il y a envie aussi de voir au niveau des travaux des accompagnateurs, accompagnatrices de la vie associative, comment on peut mieux se saisir de tous les apprentissages de ce cycle de rencontres et de tout ce que le CAC a produit comme réflexion et comme analyse et comme outillage. Donc, très preneuse aussi de vos retours et de vos suggestions pour faire suite à ce cycle de webinaire, puisqu'on a envie d'en faire quelque chose. Et évidemment, le site avec les ressources et les replays restent en ligne pour que vous puissiez y accéder, parce que c'est des ressources riches. Jean-Baptiste, peut-être je vais te laisser conclure parce que je pense Oui, que... peut-être deux choses. D'abord, bon, d'abord merci, hein, parce que je trouve que le cycle construit, il est vraiment important et qu'effectivement, ça serait intéressant qu'il appelle un certain nombre de prolongements et de suites. Le premier point sur lequel je voulais finir, c'était, bon, la co-construction, on l'a vu, c'est à la fois indispensable et pas forcément facile. Donc, juste, on a parlé du contexte. Le contexte, la co-construction, quand on réfléchit à ça en 2025, il me semble que c'est encore plus difficile. J'ai fait la chronologie tout à l'heure que quand on y réfléchissait en 2017-2018, le contexte durcit, c'est de plus en plus difficile. D'où le lien effectivement avec ce que disait Marianne, cette mobilisation, soulèvement associatif, pour lequel je souligne que l'enquête que vous lancez, l'étude flash RNMA, Exopé, mouvement associatif, est ultra importante. Nous, on la relaie vraiment le plus largement possible, parce qu'on a besoin d'avoir des informations qui remontent pour nourrir en fait cette mobilisation, l'expliquer, etc., etc. Donc c'est vraiment très très important. Sur cette mobilisation, il y a les rendez-vous du CAC, donc vous pouvez vous abonner à l'heure de la sirène, qui est la newsletter, et vous aurez tous les rendez-vous. Notamment un rendez-vous qui peut être intéressant le 1er juillet prochain, donc date symbolique, un anniversaire de la loi de 1901. À l'Assemblée nationale, il y aura un atelier des lois avec deux députés pour essayer d'écrire une proposition de loi qui serait du coup un cadre législatif favorable au développement du monde associatif. Donc ça, c'est assez concret, ça peut être intéressant. Et puis le dernier point, c'était par rapport à la suite de ce travail commun qu'on mène dans le cadre de cette recherche Escape. Je pense que l'enjeu, c'est, alors, il y aura ce colloque final, mais c'est surtout, je pense, un enjeu d'écrire des choses en termes de méthode, de manuel presque, j'allais dire. Comment est-ce qu'on arrive à s'outiller méthodologiquement sur la co-construction, nous, acteurs associatifs, acteurs des collectivités publiques. Voilà, je pense que le débouché, ça va être beaucoup autour de cette méthode et que voilà, c'est à construire avec
peut-être l'idée que la méthode suffira pas. C'est pas le tout d'avoir une méthode. Il y a des enjeux en fait de formation peut-être à construire pour diffuser justement ces éléments méthodologiques. Et c'est peut-être ce qui est encore devant nous assez largement. Voilà pour finir de manière un peu concise. Merci beaucoup. Euh, Vous avez une très dense information dans le chat, donc je vous propose de laisser quelques minutes avant de fermer le webinaire pour que vous puissiez continuer à piocher. Mais de toute manière, toute cette matière-là sera repartagée et, euh, et je vous remercie toutes et tous de votre présence. C'est très chouette comme petit cycle de webinaire et on a vu la pertinence parce qu'on a vu pas mal de participation aussi et de ressources. Euh, donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.